ដែលសម្ភាសចៅវរៈគឺថាវរៈថាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំ20-30 ឆ្នាំមុនជាយុវជនមួយប៉ូលី discret នឹងអីទៀត Il y a certains qui disent que le génocide, c'est un crime qui a été voulu. Moi, je dis non. Il y a eu des morts, il y a eu la famine, c'était involontaire. Il y a eu, par contre, une répression condamnable, avec la torture. Mais ça, c'est pas sur des millions d'êtres humains. Bon. D'autre part, sur le nombre des morts, on n'a qu'à regarder le nombre les charniers qu'on a trouvés, etc. On ne trouve pas le nombre de morts qu'on dit. Il y a eu des tortures, il y a eu des choses inacceptables, mais on en a amalgamé. Et puis ensuite, on a ignoré les bombardements américains et la famine provenant de l'embargo américain et du blocus américain. Tandis que là, on a fait un package et on a tout mis sur le dos des Khmers rouges. Faire la guerre m'apparaissait comme quelque chose de risqué, mais une aventure à courir. Et à plus forte raison, faire cette guerre sous les ordres d'un général condamné à mort. Cela me semblait le comble du bonheur. Pour moi, la France, ce n'est pas les colons, c'est Montaigne, c'est Diderot, c'est la Révolution. Et que la France disparaisse me semblait une chose insupportable. Et donc, c'est pour cette raison que je me suis engagé. J'aurais pu sauter sur une mine et être castré. C'était une de mes grandes craintes. Ou être défiguré. C'était une autre de mes grandes craintes. Bien frivole. Ça n'est pas arrivé. J'aurais eu le néanmoins, tout le monde aurait dit c'est un héros. Et ce que j'aurais dit, on l'aurait pris pour argent comptant, alors que j'aurais été quelqu'un d'amer. Ma seule blessure de guerre, c'est là. En mangeant des huîtres à la Tremblade avant de débarquer à Oléron. J'étais tellement gourmand que mon couteau de l'armée anglaise est refermé sur mon doigt. Bon, c'est bien, c'est la grâce. Et pendant qu'en France, on commémorait, n'est-ce pas, dans la liesse, la victoire et la fin de la guerre, eh bien ici, le 8 mai 45, c'est plutôt une journée de deuil, n'est-ce pas? Les massacres de Sétif, c'était le jour de la capitulation. C'est ça qui est terrible. Le jour de la capitulation allemande, des colons français massacrés. Le chiffre, évidemment, varie toujours dans ces cas-là. Le chiffre minimum, c'est 10 000. Le chiffre donné par l'ambassade des États-Unis, ou le consulat des États-Unis plutôt, c'est 45 000. Ce 8 mai 45, où on allait fêter la victoire, eh ben, nous avancions l'idée que nous étions partie prenante dans cette guerre. Nous avons appelé à la manifestation pacifique avec nos slogans, nos propres slogans. Et notre emblème, sortir un emblème, c'était déjà un crime, n'est-ce pas, de lèse-majesté pour ces messieurs de la colonisation. Et l'ordre était, si le drapeau algérien est brandi, il faut tirer. Bon. Et donc là, le massacre a eu lieu.
Il se trouve que ma localité où je suis né, où j'ai grandi, Kerata, est connue de l'ensemble des Algériens par la terreur répressive qui a été faite dans cette région. Quand on parle de 8 mai 45, on dit Sétif, Guelma, Kerata. Moi, je suis de Kerata. Hein. Et ce massacre a lieu en 1945. C'est en 1954 que va éclater la Révolution. Il y a un rapport direct entre cela et l'or. C'est le général Duval qui disait « Nous avons acquis la paix pour 10 ans ». C'est à un procès en France, un de mes clients, de mes amis, disait « J'avais 10 ans, mes parents m'ont conduit au bord d'une fosse commune et m'ont dit « N'oublie pas ça ». De sorte que nous avions, Guelma annonce la révolution algérienne, ce massacre. J'ai été colonel, commandant la zone autonome d'Alger sur le plan militaire du Grand Alger et suis devenu le chef politico-militaire de la zone autonome, qu'on appelle autonome, qui ne dépendait de personne, d'aucune wilaya. Les Pieds Noirs, ils ont préparé une bombe qui était l'une des plus... qui a fait un massacre. J'étais là-bas, moi, à l'époque, et j'ai essayé d'aider pour sortir les morts de Galava, etc. Et le peuple voulait descendre sur la ville européenne et faire un massacre, une guerre civile. Et nous, on les a empêchés de le faire. On leur a dit, soyez sages, ne faites rien, c'est le FLN qui va vous venger. كافيتيريا فرو ميشلي من الكبار فرو ديزلي Allez. Excusez-moi. Pardon, monsieur. Je peux passer, monsieur, s'il vous plaît? Je vous en Merci prie. beaucoup. Hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida, hasta... Il fallait de belles filles, il fallait de beaux garçons pour pouvoir infiltrer ce milieu et pour pouvoir poser leurs bombes. Et c'est comme ça que il y a eu un recrutement. D'abord, il y a eu Jamila Bouhired qui habitait la Casbah. Et moi, je l'ai récupéré en disant est-ce que tu es d'accord pour poser des bombes? Totalement d'accord. Et c'est elle qui a commencé à recruter, et moi-même aussi. Et c'est comme ça que j'ai constitué une équipe de filles. Et j'étais le seul à pouvoir décider de l'action des bombes. C'était le matin de bonne heure. Je leur ai dit, on change de refuge. On s'est déguisé en femme, etc. Il y avait Ali Lapointe, il y avait... Enfin,
le groupe, quoi, Zora Drif, avec nous. Et on traversait la Casbah pour aller dans un autre fil. Et soudain, il y avait des patrouilles. Halte, halte, halte. Moi, j'étais déjà à quelques 15 mètres plus loin. Je me suis retourné avec la mitraillette et j'ai tiré. Et Jamila Bouered, elle venait de... C'était la dernière, elle portait les documents, tout ça. Elle a été touchée. Je l'ai touchée à l'époque. Ils l'ont pris. Alors, dès l'instant où elle a été arrêtée, il fallait trouver un avocat. J'ai envoyé le Zora Drif, qui connaît bien Jamila, on vivait ensemble d'ailleurs, pour un avocat. Je me suis inscrit tard au barreau de Paris après des études de lettres, de langues orientales. Je me suis inscrit en 1955. J'avais 30 ans, donc je ne suis pas un adolescent, mais je ne suis pas non plus quelqu'un de très avancé en âge. Alors j'arrive à Alger, et à ce moment-là, je suis à l'hôtel Aletti où descendaient les avocats de Paris, quand un émissaire de la direction d'Alger du FLN, de la zone autonome, vient me rencontrer. Il s'agit de Zora Drif. Et j'arrive, je vais à la réception et je demande Maître Zamaro. Et on me dit, attendez, on va l'appeler. Et je vois arriver Maître Vergès. Et puis, la surprise, d'abord Vergès, c'est très français. Et je vois quelqu'un qui me paraît bien plus proche de nous, parce que le teint, parce que les yeux. Moi, je portais le haïk, parce que j'étais recherchée. Donc, il n'y avait que les yeux, c'était dans le regard. Et tout de suite, j'ai commencé. Et puis, la confiance immédiate entre nous, comme ça. Et je lui fais comprendre que pour moi, fils d'une mère vietnamienne, d'un père réunionnais, je comprends parfaitement la lutte des Algériens et que je ne condamne pas leur violence. Je vivais dans l'obsession de cette affaire puisque on m'avait signalé qu'elle était à l'hôpital Maillot, qu'elle avait été torturée sur son lit d'hôpital, qu'ensuite elle avait été livrée aux parachutistes. J'allais tous les jours au palais de justice pour avoir des nouvelles. Et tous les jours, je voyais le procureur. Et un matin, j'arrive, je le vois et je lui dis « Avez-vous des nouvelles de ma cliente ?» Il me dit « Mais elle est entendue en ce moment. » Je lui dis « Par quel juge ?» Il me donne le nom du juge, je me suis précipité. Et le juge, une brute, m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais désigné pour la défense de Jamila par ses parents. J'ai donné ma lettre de constitution. Je l'ai regardé d'un air le plus significatif possible pour comprendre que j'étais en rapport vraiment avec ses parents et avec ses amis. Le juge essayait de la faire parler. Je lui ai fait signe qu'elle n'avait pas à lui répondre. Elle a refusé de lui répondre. Alors là, nous sommes devant ce qui était le tribunal militaire, le tribunal permanent des forces armées. Cette rue toute petite était, pendant les procès, remplie par une foule de nervis et de parachutistes mêlés, qui étaient dans cette rue et qui également dans la salle. On plaidait avec ces gens dans le dos, qui menaçaient, qui grognaient. Et à droite et à gauche, il y avait des journalistes qui nous faisaient ceci pour nos clients. Le procès s'est donc déroulé dans cette atmosphère de lynchage, au point que j'avais dit un jour où la salle m'interrompait, j'avais demandé au président Rouanard, « Monsieur le Président, je vous demande, est-ce que je suis ici dans une audience de justice ou un meeting d'assassinat ?» Nous avions affaire à des abrutis. Bon. Pour eux, leur vision du monde était une vision très schématique. Je ne pouvais être qu'un mercenaire et un traître. Mes clients et amis ne pouvaient être que de vulgaires assassins et des primates, comme ils le disaient. Donc, ils étaient incapables de nous comprendre. Mais nous étions capables de leur comprendre.
de voir comment fonctionnait leur petit cerveau. Et à ce moment-là, il était facile, quand je sentais l'atmosphère se calmer un peu trop, de me retourner avec arrogance. Alors là, j'entendais des bruits dans la salle, et je pouvais demander au président, « Monsieur le Président, est-ce que nous sommes ici dans un procès ordinaire ou un meeting d'assassinat ?» Ou bien, quand les gens criaient « le Chinois », dire « Monsieur le Président, devrais-je dire à ces gens que pendant que leurs ancêtres bouffaient des glands dans la forêt, les biens construisaient des palais ?» Le problème n'était pas donc de convaincre, en faisant guili-guili, comme les avocats de gauche nous le conseillaient, les imbéciles assassins qui nous jugeaient, mais au contraire en les provoquant, de provoquer des incidents qui amènent les gens à Paris, à Londres, à Bruxelles, au Caire à en parler. C'est-à-dire, ce qui était beau dans l'histoire avec Djamila Bouhired, c'est que ce Vergès qui envoyait chier tous les avocats français, qui étaient très violents, qui traitaient les magistrats de tout, tout d'un coup, croisant Djamila Bouhired, qui était prisonnière, qui venait d'être torturée, il s'écroule, quoi. Il tombe en larmes. Et il est bouleversé. Je ne sais pas si c'est Djamila Bouhired elle-même dont il tombe amoureux, mais il tombe amoureux d'une jeune femme qui le bouleverse, parce qu'elle sort des mains des officiers français qui l'ont torturée, qu'elle est d'une dignité absolue. Djamila apparaissait désormais comme l'incarnation de l'Algérie. Et en effet, au moment du procès, il était évident que la révolution dans cette affaire, présente dans le prétoire, avait le visage de Djamila, et qu'elle avait le visage de la révolution. Pour nous, Djamila, c'est une grande militante qui a symbolisé la lutte de libération nationale dans Alger, et pour toute l'Algérie, bien sûr, et surtout pour les femmes. Et son exemple a servi à toutes les filles qui voulaient à tout prix militer, et à tout prix déposer des bombes, et à tout prix participer à des actions armées, être là. Et on a vu un phénomène à l'époque, c'est après son arrestation, beaucoup de foyers qui avaient des filles qui naissaient, les filles, on leur donnait le nom de Djamila. Elle était pour la défense la plus offensive possible. Elle ne voulait pas s'incliner. Elle avait dit au tribunal, « Vous ne savez rien sur moi. Mais sachez que si je reçois l'ordre de déposer une bombe, je le ferai. » Bon. Ce qui est pire pour un tribunal pareil que de dire « J'ai déposé une bombe et je le regrette. » Et il défend des soldats. Donc, pour lui, ils sont tous engagés dans cette guerre-là. Donc, on n'est pas à essayer d'obtenir 6 mois de moins de peine en chipotant avec un juge comme on le fait aujourd'hui en France, c'est-à-dire à essayer d'obtenir la pitié et tout ça. Et on comprend très très bien la colère qu'il a contre les avocats qui arrivent de Paris et qui sont dans cette logique-là. Et c'est à ce moment-là que est née cette idée d'une défense de rupture, c'est-à-dire le juge dira « Vous êtes français » et l'accusé dira « Je suis algérien ». Le juge dira « Vous êtes membre d'une association de malfaiteurs ». L'accusé dira « Je suis membre d'une association, d'une organisation de résistance ». Le juge lui dira « Vous avez commis un assassinat ». Il dira « J'ai exécuté un traître ». À partir de ce moment-là, il est évident qu'aucun dialogue n'est possible. Il y a eu un certain nombre de condamnations à mort, dont celle de Djamila Bouhired, qui, lorsqu'elle a appris qu'elle était condamnée à mort, a éclaté de rire. Et le président a eu cette phrase qui est digne d'une anthologie, « Ne riez pas, mademoiselle, c'est grave ». J'avais appris par un avocat de l'Algérie française que les condamnés allaient être exécutés. Un d'entre eux m'avait dit « Est-ce que tu tiens à la vie de ta cliente ?» Et je lui avais répondu plus qu'à la mienne. Il m'avait dit « Alors, tu n'as pas une minute à perdre. Monsieur Lacoste nous a promis sa tête. » Et je disais donc à mes confrères, le seul moyen maintenant de sauver les condamnés, c'est d'engager une action devant l'opinion française et internationale. Merci de vous.
C'était le quartier des condamnés à mort? Le quartier des condamnés à mort. Donc c'était luxueux. Hein. Et puis ce robinet discrètement caché. Hein? C'est une toilette, oui. Oui, c'est les toilettes. Oui, oui. On faisait on se lavait là et on avait... Les toilettes. C'est vraiment minuscule, hein, tu te rends compte. C'est vraiment minuscule vivre de 24 heures sur 24 à 2. Et enchaîner. Les mains et les pieds. Les pieds, les mains. Avec des chaînes aux pieds. Les condamnés à mort, ce n'est pas une espèce à part. Ce sont des militants qui sont ici à un niveau très élevé, qui arrivaient à transcender l'ensemble des problèmes et surtout les situations difficiles et délicates qui se posaient à chacun d'entre eux. Et ils servaient de référence aux détenus qui essayaient de calquer leur comportement, leur démarche, leurs habitudes sur les condamnés à mort. Et quand il y a une lutte à mener contre l'administration pénitentiaire, quand les condamnés à mort sont avec les détenus, c'est toujours réussi. Parce qu'une grève des condamnés à mort, ce n'est pas qu'une grève des autres détenus. Mais l'angoisse était très grande. Il y avait aussi une peur. Mais nous l'assumions parce que nous savions pour quelle raison nous étions là. Nous étions convaincus de ce que nous avons fait. Voyez-vous, un condamné à mort, c'est quelqu'un qui est condamné. Il sait qu'il a 45 jours devant lui pour pouvoir obtenir la grâce ou ne pas l'obtenir du président de la République française. Et quand le condamné à mort a passé le stade de la grâce, il n'a pas eu sa grâce, il attend tous les jours. Nous préparions même notre déclaration que nous allions réciter devant la guillotine. Que l'Algérie libre vivra, Inch'Allah. On ne dormait pas la nuit. Oui. On déjà, pas que ça soit là, on était 5, il y avait Jamila Bouhera, il y avait Boassa, j'avais l'autre, j'avais Bayer aussi, on avait 2 cellules. Donc on ne dormait pas. Le matin, on entendait les clés dans les portes parce qu'on entendait la guillotine rentrer. Donc on se disait, est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour nous aujourd'hui? تحيا الجزائر الله أكبر الله أكبر. On les entendait monter vers la guillotine. Donc eux ils disaient Allahu Akbar et nous on disait exactement Allahu Akbar. Allahu Akbar et le chant patriotique Miljibani là ou là. Et on faisait des youyou et de la Casbah les femmes répondaient. On grimpait les unes sur les autres parce qu'on savait que les frères qui allaient être suppliciés étaient juste derrière ce mur. Nous, à ce moment, c'était les chants patriotiques, c'était les youyou dans nos traditions. Et c'était en fait toute la ville qui, à 4 heures du matin, se réveillait pour accompagner un des leurs. Et vous savez, après chaque exécution, le lendemain, c'est le jeûne, c'est tous les détenus qui jeûnent. Il n'y a ni café le matin, ni soupe à midi, ni soupe le soir. C'est le silence total, c'est la prière, et les gens sont là, disons, dans un état de spiritualité extraordinaire. Moi, j'ai eu je ne dis pas des clients, des amis condamnés à mort. Quelques dizaines. Aucun n'a été exécuté. C'est la question que je voulais te Mais je poser. vivais. Oui. Je ne dormais plus. Oui, ça, Et l'un d'entre eux aurait été tué, j'aurais abattu. L'écrivain Georges Arnaud me dit « Mais si jamais elle est exécutée ?» J'ai dit « J'abattrai quelqu'un. Je pourrais demander un rendez-vous à M. Lacoste, au général Massu, et je l'abattrai. »
Et c'est seulement après cela que je serai en paix avec moi-même. Fort heureusement, Dieu Tout-Puissant n'a pas voulu. J'ai vécu dans un pays colonisé, fils d'un père de la Réunion et d'une mère du Vietnam. Mes souvenirs d'enfance sont ceux d'un pays où les gens de couleur devaient s'écarter dans la rue au passage des Européens. C'était là une vision, un sentiment inacceptable pour les adolescents que nous étions. Je pense qu'il est né en guerre. Il est né en colère, quoi. Ben, il est né colonisé, quoi. Je crois que quand on est un colonisé, c'est la seule façon d'être un homme ou une femme, c'est d'être contre. On va pas passer des accords, quoi, ni faire des compromis. Donc on est contre. Et je pense qu'il est devenu avocat par accident. C'était le seul endroit où il pouvait avoir une tribune. On ne va pas prendre les armes. À ce moment-là, on est un soldat parmi plein de soldats. Si on est avocat en guerre dans un pays colonisé, on a la meilleure tribune qui puisse exister. Mieux que journaliste, je pense. Mieux que tout. C'est-à-dire que tous les yeux sont tournés sur un combat qui va se jouer à deux, entre d'un côté un juge, de l'autre côté un terroriste, entre guillemets terroriste. Et on va faire de ce procès quelque chose d'extraordinaire, puisque personne ne va pouvoir vous empêcher de parler. Après la libération, les associations d'étudiants coloniaux se reconstituaient. Et d'autres associations se créaient. L'association des étudiants Khmer, animée par un certain Salot Sar, devenu plus tard le camarade Pol Pot, a été créée à ce moment-là. Et de même, l'Union générale des étudiants musulmans algériens, l'UGEMA. Et donc, toutes ces associations et l'Union des étudiants réunionnais, dont j'étais l'animateur, nous avions constitué un comité de liaison, nous avions un journal appelé Étudiants anticolonialistes, et il ne se passait pas de jour où nous organisions des manifestations au quartier latin. Et quand j'ai eu 29 ans, je me suis dit, je ne peux pas continuer à jouer les étudiants. J'ai fait 2 ans de droit, je vais passer la 3e année, le CAPA, et être avocat. C'est pas un métier repoussant, mais bon, mais c'est pas plus. Et quand j'ai été commis d'office pour la première fois, et que je me suis assis, un petit malfrat en face de moi et moi en face de lui, je me suis dit, mais ce type, c'est moi. Ce qu'il a fait, aurais-je pu le faire si j'avais été dans la même situation que lui? Et j'ai compris que c'était ma vocation. C'était des agents de liaison remarquables, les avocats, n'est-ce pas? Entre une prison et une autre, nous n'avions pas de téléphone pour communiquer. Comment se fait-il que du jour au lendemain, tout le monde se met en grève, toutes les prisons de France, et les avocats ont joué un rôle très, très important de liaison et autres. Alors c'est comme cela que j'ai connu Jacques Vergès, et puis j'ai continué à le voir. En prison, il était mon avocat, il venait me voir. Anecdote comme cela, hein. Nous étions 1200 à Fresnes. Je peux dire qu'il y avait 200 lettrés et 1000 illettrés. À la suite des grèves de la faim, nous avons obtenu un statut où nous pouvions, n'est-ce pas, donner des cours. Je vous dis, sur les 1200, une année après, plus d'analphabètes, hein, et dans les 2 langues, l'arabe et le français. Il y avait même une éducation musicale, hein, on avait des disques et des gens qui ne... Hein. Bon, alors ça a un aspect révolutionnaire, parce qu'une révolution, ce n'est pas cette bête qui mange ses meilleurs enfants, c'est aussi celle qui sauve, hein.
J'ai pleuré un jour, quand il y a eu la bombe de la Corniche, parce que j'avais juré de ne plus mettre de bombe. Baraquette, je me suis dit baraquette. Pourquoi? Parce qu'il y a des mutilés. Ce n'est pas les morts qui meurent. Les morts, je m'en foutais. On meurt tous. Ceux qui ont les bras coupés ou les jambes coupées, c'est ça qui me faisait mal au cœur, c'est tout. Hein. Alors, donc, je me suis dit, j'ai plus de bombes, baraquette. Et je retombais dans le... Il suffit qu'on exécute, J'oublie tout ça et je recommence. Et c'est comme ça que c'est. Alors, à mon avis, là, le grand débat, c'est au nom de qui on agit. La différence entre certains mouvements en France qui ont fait des attentats, des groupements autochtones, et le FLN, c'est que le FLN était suivi par la population. En France, les attentats n'étaient pas suivis. Tandis qu'en Algérie, l'opinion était du côté des terroristes. Quand la bataille d'Alger est engagée, tous les avocats algériens sont arrêtés. Et à ce moment-là, nous avions donc une tâche énorme à faire. Le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, avait dit « Le travail du collectif nous fait plus de mal qu'une division entière ». C'est vrai que moralement, c'était une défaite terrible, la torture. Tous les procès qu'on avait, ça devenait des procès de la torture. Et c'est ce qu'on nous a reproché. C'est ce que des humanistes nous ont reproché. On disait le dossier, on va parler de la torture. C'est-à-dire, dans chaque affaire, c'était le peuple algérien qui évoquait la torture. D'où l'assassinat d'un d'entre nous, Ould Daoudia. Alors donc, on nous a donné l'ordre d'exécuter et de commencer par le premier, maître Ould Daoudia. Vous dites l'ordre nous était donné, c'est-à-dire que l'ordre venait d'où? L'ordre venait du Premier ministre. L'ordre avait été donné d'abattre les 4 responsables du collectif, les 4 avocats. Ben Abdallah Ouzdik, Ould Daoudia et moi. Nous avons reçu une lettre, anonyme évidemment, et rédigée ainsi, toi aussi. Et en bas, il y avait un numéro. Le sens était très clair. Vergès avait eu le numéro 2, donc il prenait quand même ça au sérieux, quoi. Donc, de temps en temps, il venait coucher à la maison pour éviter de se faire trop repérer, quoi. J'avais un tas de farces et attrapes. Il adorait prendre mon revolver à eau, le remplir d'eau. On prenait la voiture, il se mettait à côté de... Moi, je le conduisais, il était à côté de moi. Et dès qu'il pouvait choper quelqu'un qui a un feu rouge ou avant, hop, il balançait un coup d'eau et on riait, mais comme des mômes. Hein. Il avait une joie de vivre. Il est probablement tellement tendu par la tension des procès et tout ça, parce qu'il prenait vraiment des risques au procès. Il insultait les juges, il refusait de les saluer, il chantait le Kassaman avec l'hymne algérien, avec les patriotes qui étaient dans le camp, quoi. Il brandissait des drapeaux FLN au milieu de la plaidoirie. Enfin, c'était vraiment... Il aurait pu risquer d'être arrêté immédiatement et emmené au clou, quoi. Quand l'Algérie est indépendante, je fonde un journal avec Jamila Izora qui s'appelle Révolution africaine. Et donc, il a battu le rappel des copains qu'il avait ici. Donc, je suis parti là-bas et j'ai fait un peu la mise en page. Bon, j'étais pas le seul. Hein. Par contre, là-bas, j'avais pas la même liberté qu'à l'Express. Et je me disais, ah, ben alors, en Algérie, si je suis encore plus coincé que je l'étais chez les Français, ça m'emmerde. Et c'est vrai que je pouvais pas parler de filles, enfin, d'alcool ou de trucs comme ça. Ben Bella, qui dirigeait quand même le staff, hein, était un peu choqué. Il dit, ah non, on se descend là, non, on se descend là, non. Ou alors tu vas choquer les vrais militants algériens. Oh, j'ai écouté, me fatiguer. Et finalement, j'ai arrêté.
Et c'est dans le cadre de Révolution africaine que je suis allé en Chine pour la première fois. Je me rendais compte que c'était un grand moment parce que j'allais établir des contacts qui allaient être très importants dans ma vie. On sent que les Chinois sont contre la coexistence pacifique telle que les Russes l'envisagent. Ils attachent beaucoup plus d'importance à la lutte dans les pays coloniaux. Et de ce point de vue, donc, je penche de leur côté. Et puis, rapidement, on m'a fait rencontrer le président Mao. Je lui ai rendu compte des activités de certains groupes pro-chinois en Afrique. Écoutez avec attention, peut-être par politesse. C'est là aussi où, en partant, il m'a dit, en me montrant Djamila, avez-vous l'intention de vous marier? J'étais très surpris de la demande. Je lui ai dit, nous y songeons. S'il y a eu des sentiments entre elle et moi, nous avons eu la pudeur de les cacher jusqu'à ce qu'elle soit libérée. À Barberousse, on allait au parloir. À la prison, au quartier des femmes à Maison Carrée, il arrivait en été qu'on voit nos clientes dans le jardin, dans la cour pavée. Ensuite, elles ont été transférées, les prisonnières, en France. À la prison de Pau d'abord, à la prison de Rennes ensuite. J'allais chaque fois la visiter, sauf que, au début de l'année 61, j'ai été suspendu 1 an. On voulait nous éliminer par différents moyens. Et moi, j'étais suspendu 1 an, je suis allé au Maroc, où j'étais conseiller du ministre marocain des Affaires africaines. Et là, quand la Djamila a été libérée, ainsi que d'autres prisonniers, ils sont passés par le Maroc pour rentrer en Algérie. Et c'est là que vous êtes mariés? Non. Il est sentimental, Jacques. Alors, beaucoup plus que moi. Jacques est profond. J'ai oublié de vous le dire. Jacques, c'est un type éperdument sentimental. Éperdument. Et ça, je peux vous le garantir. Je sais des choses que je l'ai vu, Jacques, dans certaines situations. Jacques, c'est un sentimental. J'avais été chez Djamila, d'ailleurs, reçu, et sa mère n'était pas d'accord pour que sa fille épouse un non-musulman, quoi. Et alors, je disais toujours à Jacques, enfin, tu vas quand même pas te convertir, non mais ça va pas, tu vas te faire circoncire, attends, mais t'es complètement fou, et puis tu bouffes plus de cochon. Et je lui rappelais toujours les assiettes de cochon qu'on se tapait, le pinard, c'était un fanat de Bordeaux millésimé. Puis là, tout d'un coup, il buvait de l'eau, il mettait son réveil à 5h30 le matin pour prendre des dates avant le petit-déj. Enfin, là, on n'arrêtait pas de s'engueuler, enfin, s'engueuler gentiment, mais je dis, mais t'es vraiment... Ah non, là, tu baisses dans mon estime, t'es vraiment nul. Il a été dit, mais je ne pense pas que ça soit la vérité, que Ben Bella voulait épouser Djamila. Non pas parce qu'il la trouvait belle, elle était très belle. Vous la connaissez, Djamila? Oui. Ouais. Elle est toujours aussi belle? Magnifique. Elle est superbe, c'est une femme superbe. Mais je pense aussi que c'est parce qu'elle était une héroïne nationale et que Ben Bella est... Enfin, c'est des gens qui ont de l'ambition, tout ça. Je crois qu'il n'aime pas beaucoup ce qui se passe sous Ben Bella en Algérie. Il trouve que c'est pas très sérieux, que ça part un peu dans tous les sens. Et à ce moment-là, lui voudrait plutôt tirer l'Algérie vers le modèle chinois. La ligne de révolution africaine ne correspondait pas tout à fait à la ligne du gouvernement du président Ben Bella à cette époque. Et j'ai été démis de mes fonctions assez rapidement. Là, j'ai ouvert un cabinet uniquement d'avocats. Ce cabinet a pris une allure politique assez rapidement quand Bouteflika m'a dit « Nos amis palestiniens demandent qu'un avocat de chez nous aille défendre un Palestinien dans les territoires occupés. » En Israël, j'ai pensé à toi, parce que tu peux voyager. Et donc je suis allé, à ce moment-là, en Israël, en 65, juste après mon mariage. Le Palestinien, hein, c'était l'Algérien d'hier. Hein.
Israël, au départ, pour nous, au départ, c'est un phénomène colonial, n'est-ce pas? Je suis allé donc en Israël où j'ai été cueilli, en descendant de l'avion, par le commissaire de police qui m'a dit « Vous êtes persona non grata, vous passerez la nuit ici et vous reprendrez l'avion de Suissair demain matin. » On me met dans une petite salle et puis nous étions au premier étage. La fenêtre s'est ouverte sous un coup et un journaliste me dit « Maître, une déclaration. » Je suis plutôt perfectionniste. Je déteste l'improvisation. J'avais une déclaration écrite sur moi, roulée en boule, que je lui ai envoyée. Il l'a attrapée, il est parti. Le lendemain matin, je reprenais l'avion pour Zurich. Les hôtesses de l'air étaient gentilles comme tout, parce que dans Jérusalem Post, on racontait mes mésaventures. On avait publié une photocopie de ma déclaration. Vous n'avez aucune qualité pour me juger. Vous êtes des occupants, je suis un patriote. Et je me disais, manifestement, mon client aura la possibilité de lire ce journal que lisent les gardiens, et il saura quelle position prendre. Il était condamné, je crois, à 15 ans de prison. Je ne sais pas où il est actuellement. Et ensuite, on m'a désigné pour défendre les Fidaïnes arrêtés à Athènes, pour avoir attaqué un avion d'El Al. This is the first attack. My friend shoot, and I threw the bombs and put the bombs in the turbine. And after, we changed I took the gun. But the problem that we find before shooting, some Greek children went about 40 to the airplane. And so that's why we don't destroy it completely. Only we killed one major general. When they captured us and they put us in jail, we needed lawyers. Jacques Vergès, he was in Algeria. He voted to benefit of Jamila, etc. And Jamila, in our mind, is something mysterious. We tried to be like her, etc. J'étais allé à Athènes en compagnie du bâtonnier Bentoumi. Nous avions été désignés pour les défendre. On les a rencontrés à la prison. On a rencontré les magistrats. Et puis on n'a pas eu l'occasion de plaider. Ça s'est réglé sur le plan politique. Somebody hijacked an airplane and deal released us after 13 days. Ensuite, on a été à Zurich. La Zurich, c'est pareil, c'était une attaque d'un avion d'El Al par un commando palestinien. Là, on a plaidé. Ça a été le fameux procès de Winterthur où on a mis en application la stratégie de Jacques Vergès de rupture, c'est-à-dire qu'on a refusé de participer au procès. Je crois que c'était la chose qui l'a un peu sauvé. Il était presque redevable au gouvernement algérien de l'avoir envoyé pour défendre les Palestiniens. Donc il a publié un livre pour les Fidaïnes à cette époque-là. Mais ça a été son seul moment d'intérêt intellectuel, je pense. Il était revenu en Algérie, il avait épousé Jamila Bouhired, et au lieu d'être un grand politique, un penseur, il était devenu en fait un petit avocat qui faisait des divorces. C'est tout ce que lui avait offert l'Algérie, je crois. C'est-à-dire, on lui avait offert d'être le mari de Jamila Bouhired. C'était pas elle qui était la femme de Jacques Vergès, c'était lui qui était le mari de Jamila Bouhired, qui est aussi connu là-bas que Jean Moulin en France, quoi. Et il était devenu musulman, et je pense qu'il s'ennuyait mortellement, quoi. Et que ça a été des années terribles pour lui, et qu'il est parti pour en finir avec ça. Mon dernier client, c'était le fils d'un pêcheur
de Délice, un petit village, un petit port en Algérie. C'était plutôt le père, parce que le fils avait été écrasé par une voiture. Et je poursuivais la compagnie d'assurance. Tout le monde était intrigué de la disparition de Jacques, bien sûr. Son ex-femme que je connaissais bien, Karine aussi, qui n'avait pas non plus de nouvelles. Sa dernière trace, c'est le 24 février 70, un meeting sur l'anticolonialisme à la mutualité, où là, Vergès intervient, fait tout un discours et se volatilise. Au bout de 3 mois, donc Djamila Bouhired, ses amis, étaient persuadés qu'il était mort. Ils ont fait un appel dans la presse, un appel à témoins pour retrouver Jacques Vergès. Ils s'inquiétaient énormément. Quand on entre dans une espèce de clandestinité, il est évident que on doit couper tous les liens, spécialement avec les gens auxquels on est le plus attaché. Quand j'ai pris mes grandes vacances, la pipe, c'est quelque chose de très reconnaissable. Si on a envie de passer inaperçu, et j'ai jeté ma pipe. J'avais enlevé toutes les étiquettes de mes chemises, de mes vêtements. J'avais détruit une grande partie de documents, de photos, etc. Non, mais sinon, moi j'ai entendu comme tout le monde, je crois qu'il était avec Pol Pot. So we made a series of trips to the Cambodian provinces which border Thailand. Most of the surviving Khmer Rouge live in these areas and exercise political control. And the first person we talked to there was Tep Kunau. He spent most of the last 6 years of Pol Pot's life almost constantly with Pol Pot. And that during that time, they discussed almost everything. He said that together they had read La Salud. ដែលខ្ញុំចាំមាននិយាយថាអាចលោកសាក់វ៉ាហ្សេសនឹងមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំចាំគឺលោកប៉ុលពតមានចាថាមិនពិតបើសិនណាជាសាក់វ៉ាហ្សេសចូលមកម៉ែតវ៉ាហ្សេសចូលមកលោកប៉ុលពតត្រូវតែដឹងมันអាចគាត់មិនដឹងទេ The next, in my view, the most definitive person we talked to was Non Chea. He was, at the very least, Pol Pot's partner. They seem to have had a symbiotic relationship and to have been almost interchangeable. Although Pol Pot was the more public face. He lives in Pailin, in a peasant's shack, as do many of these people, probably about 6 feet from the Thai border. He's 83. He said that he and Pol Pot made every decision together in a room, just the two of them, that nobody else had decision-making power or authority, that they shared everything, that it was impossible that Pol Pot would not have spoken to him about Vergès, and that he could say with 100% certainty that Vergès was not with the Khmer Rouge, was not in Cambodia during the missing years. Quand il disparaît de 70 à 78, il est sûrement pas avocat, quoi.
Il fait autre chose, il fait quelque chose qui l'intéresse et qui, à mon avis, doit être efficace contre ce qu'il ne veut plus voir. Il refait le monde, quoi. Il refait, mais il le fait tout seul, sa révolution. Et je trouve que c'est sa force, c'est-à-dire de ne jamais avoir fait de son combat quelque chose qui a pu s'institutionnaliser. J'étais sollicité par quelque chose qui me semblait important. C'était en mai 1973. Et c'était une période de grande tension. Nous avons été plusieurs politiciens, de plusieurs tendances. Je me rappelle très bien qu'il y avait même des ambassadeurs. L'ambassadeur du Koweït était là. Le leader du bloc national, Raymond Eddi, était là. Et nous étions en réunion chez Arafat, au QG d'Arafat, quand, soudain, il y a eu une conflagration, une bataille ouverte entre l'armée libanaise et les organisations palestiniennes. Donc, nous étions cernés à l'intérieur du QG d'Arafat. Et nous sommes restés pratiquement de l'après-midi vers les 5 heures jusqu'à 2h, 3h le matin. Donc, pratiquement 7-8 heures. J'étais assis dans le bureau de Arafat, qui était en train de faire des contacts, donner des ordres militaires d'un côté et de l'autre côté, parler avec les dirigeants arabes, crier le holà sur ce qui se passe. Et quand il s'est calmé un peu, Abou Hassan Salami, c'était le responsable de sa sécurité personnelle. Il le regarde soudain, Arafat. Il lui dit qu'est-ce que ce Vergès? Qu'est-ce qu'il est? Abou Hassan Salami répond textuellement c'est un grand avocat qui défend la cause palestinienne. Arafat sourit et lui dit continuez avec lui. Vergès, il a ce plus, c'est de s'intéresser à l'évolution du monde et de s'engager dans d'autres combats. Moi, j'avais mon nom de clandestin, c'était Pascal. Oui. Voilà, Pascal. Et Vergès, c'était... On m'a arrêté. Mansour. Mansour. Voilà. Et alors, vous vous rappelez avoir traversé un lac avec lui? Oh, j'ai traversé plusieurs fois les lacs, mais avec lui, je ne pourrais pas parler de ce souvenir-là. J'ai fait pas mal de pays, mais l'essentiel pour moi, ça a consisté dans le monde arabe. L'Égypte, l'Irak, la Syrie, le Liban. Pendant cette période d'exil, j'ai eu d'autres activités, toujours dans la même idée, à propos des mouvements de libération, d'émancipation des peuples. Voilà. Y compris le mouvement palestinien, bien sûr, ou peut-être surtout le mouvement palestinien. We are against Zionism, and we are against the Israeli state as it is now. Why? Because it is the fruit of Zionism. It is a racist state, and it is a state based on conquer and based on aggression. Donc il y avait un certain nombre de mouvements radicaux palestiniens. Donc il y a des chances qu'il y ait été à cette époque-là. À l'époque où justement il y avait encore ce mythe internationaliste qui faisait qu'on pensait que ce qui pouvait se passer en Palestine, c'était l'étincelle qui allait embraser tout le Moyen-Orient. À la tête de cette organisation, il y a deux personnes. Il y a Georges Habash et il y a le docteur Wadi Haddad. Tous les deux sont médecins et tous les deux appartiennent, ils ont double caractéristique. Tous les deux sont des chrétiens, appartiennent à la bourgeoisie chrétienne palestinienne et tous les deux sont des marxistes.
Haddad et Habash sont des internationalistes. Et Haddad va avoir une idée dont il faut bien dire qu'elle est assez géniale. C'est donc la fin des années 60, début des années 70. On a en Europe et partout dans le monde, jusqu'au Japon, on a eu des manifestations étudiantes, des troubles. Toute une série d'organisations plus ou moins révolutionnaires sont nées de ces troubles, ou ont vu leurs effectifs grossir de manière démesurée. Et une partie importante de ces jeunes gens a soif d'action. Wadi Haddad, de son côté, les Palestiniens ont très bien compris que s'ils arrivent à embaucher des terroristes qui ne sont pas palestiniens, ça va décupler leur capacité d'action. C'est le leader, c'est un personnage leader, aucun doute dessus. Le chef là-bas, c'est lui. Et ça, sans lui, rien ne passait. Par exemple, c'est très facile de rentrer, pour citer, rentrer à Somalie, à Mogadiscio, rentrer au Yémen, Aden, parce qu'à cette époque, c'était deux Yémen, Yémen Sud, Yémen Nord, donc je parle Yémen Sud à cette époque. Au Irak, à Bagdad, pour rentrer, c'était très facile. C'est avec une mode de côte, on rentre. Le problème pour sortir, seulement avec l'autorisation de Wadi Haddad. You train people from other countries here, don't you? Yeah. Who have you trained? You see, according to our strategy, all the liberation movement in all the world who fought against imperialism, they are from our allies. From Iran, Ireland, Germany, and Japan. Do you feel like a terrorist? No, we are fighters, freedom fighters. Il aurait sans doute pu ou dû être un terroriste, Vergès. Je ne sais pas, à un moment, il aimait beaucoup les Fidayines. Sa colère contre les Juifs aurait pu le pousser à être un terroriste, quoi. Je pense qu'il aime trop la vie pour être un combattant terroriste qui dort dans les caves et qui bouffe des raviolis, quoi. Hein? Il aime trop tout ce qui fait le bonheur de la vie. Lui, il aime bien la bonne sœur, la bonne bouffe, et puis lire des bouquins. C'est un intello, quand même. Je le vois pas en karatéka. Par contre, appuyer sur un bouton pour faire sauter un truc, s'il y a que ça à faire, oui, ça il n'aurait pas de scrupules. J'étais pas sur la Lune. J'étais parmi des gens qui sont aussi discrets que moi. Et peut-être pour des raisons sérieuses. Bon. Et c'est pour les mêmes raisons sérieuses que je ne peux pas parler d'eux. Tout cela est très simple. Alors, Vergès, je l'ai rencontré chez François Genoux. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, des amis de François Genoux, des Arabes, des Africains, des Allemands, qui étaient chez lui. C'était toujours le jeudi après-midi, à 3 heures, jusque vers les 7 heures. On buvait le thé, le café chez lui, on discutait. François Genoux est un nazi suisse. Pas un néo-nazi, puisqu'il avait l'âge d'être nazi à l'époque du nazisme, qui a sympathisé très tôt avec l'idéologie nationale-socialiste. D'une part, il va être le gestionnaire de droits d'auteur, de dirigeants nazis. Genoux va financer le FLN, Genoux va financer des mouvements palestiniens à travers des instruments financiers, donc une banque essentiellement qu'il a mise sur pied en Suisse. Il y a eu une proximité entre le nazisme et certains mouvements révolutionnaires ou indépendantistes du Moyen-Orient. Par exemple, Faisal al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, qui a appelé au djihad contre les Anglais, était financé par les services allemands, qui avaient évidemment intérêt à créer des troubles dans les colonies britanniques. À l'époque, la Palestine était sous mandat britannique. Son itinéraire fait qu'il a commencé son aventure comme ça, dans un Moyen-Orient en ébullition et autres, et il est resté donc avec beaucoup de... Mais sur François Genoux, beaucoup essayent de faire l'amalgame par rapport à Vergès et par rapport à Boumaza, par les rapports que nous entretenions. Seulement, on se retrouve sur certaines... Pour moi, Genoux a toujours été un mystère. Il y avait le fameux François Genoux,
Ils se sont connus pendant la guerre d'Algérie, au début de l'indépendance, où l'un et l'autre étaient très proches de Ben Bella. Ils se sont retrouvés pour la première fois à l'occasion de l'affaire des Palestiniens de Zurich, ceux qui avaient détourné un avion d'El Al. Genoux était partout et nulle part à la fois. Il était partout parce qu'il était en relation avec les familles des personnes incarcérées en Suisse. Il était en relation avec Vergès, avec moi-même, avec Bentoumi. Il était en relation avec les leaders palestiniens. Tout le monde sait qu'il avait des rapports privilégiés avec de grands leaders palestiniens. François était un homme valable qui a participé dans les discussions et je suis sûr qu'il a donné une dimension stratégique au niveau opérationnel avec Wadi Haddad. Et c'est pourquoi elle a eu le titre de cheikh. Cheikh, c'est-à-dire le chef, le vieux aussi. Entre François Genoux et Wadi Haddad était une relation très, très chaleureuse. On l'aime beaucoup. Je sais qu'ils étaient liés, Vergès, Boumaza et Genoux. Ils avaient des liens et à ce moment-là, il y avait la lutte, ils étaient pro-palestiniens et ils avaient une action dans le milieu palestinien, mais je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Pour Wadi Haddad. Oui. Ouais, lui, c'était le cerveau, c'est la grande tête, oui. Tout le monde l'admirait et le respectait. Nous avons essayé, par exemple, d'unifier le mouvement palestinien, de leur dire voilà les erreurs que nous avons faites, nous, messalistes et FLN, on s'entretués, et qu'on va essayer de vous amener comme ça, palestiniens contre palestiniens. Ça pouvait être des conférences, ça pouvait... Bon, bien sûr, quand vous lisez les journaux ou autres, il y avait un de mes collaborateurs, c'était Mohamed Boudia, qui a été tué par les services israéliens à Paris, n'est-ce pas, déchiqueté par une bombe. Il faisait partie de ce groupe qui s'appelait le RUR, Rassemblement unitaire des révolutionnaires. Boudia, je l'avais perdu de vue, et j'ai retrouvé Boudia sous la forme d'un cadavre déchiqueté. Un soir, j'étais à Paris, je me promenais. J'ai un souvenir très précis, c'était rue Tronchet, derrière la Madeleine. Il y a un café au coin de la place et de la rue Tronchet. Et passant devant, j'ai vu Boudia, qui avait disparu, à une table. Je suis venu lui serrer la main. Je lui ai dit, tu es là? Il m'a dit, toi aussi. Et on ne s'est pas posé de questions sur ce qu'on allait faire. Quand je travaillais, il était donné totalement disparu pendant ces 8 années. Or, je rencontre Jiří Pélikan, qu'il avait connu à l'Union internationale des étudiants, qui dirigeait la télévision à Prague en 68. Et il me dit, ça a été un choc pour moi, il me dit, au fil de ces 8 années, j'ai croisé Jacques à Paris, quoi. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est impossible. Pour tout le monde, il était vraiment disparu, quoi. Il me dit, si. Et je vois Jacques traverser la rue, et c'est un choc inouï, quoi. Et donc, je viens sur lui, je le prends par l'épaule, je dis Jacques, et Vergès me répond, chut, je suis pas là, il faut pas dire que je suis à Paris, quoi. Je suis incognito, quoi. Il y a eu un jour, il y a un gars qui s'appelle Pélican, qui était un de ses bons amis, qui est arrivé au Requin Chagrin, au resto où j'étais en train de dîner avec Karine, qui dit « Je viens de croiser Vergès, il n'a pas changé. »
Karine lui dit, qu'est-ce que tu nous racontes là? Bon, il était déjà disparu depuis 3 ans. Et il dit, écoute, je viens de le voir. Mais je me dis, mais non, enfin, tu déconnes. Je suis à Paris, dans un petit hôtel, sous un nom d'emprunt. Je vais, c'est un lundi, tous les magasins sont fermés. Je vais chez un traiteur acheter du pain de campagne, du fromage. Et quand je sors, je vois dans la queue la veuve de ce confrère qui me regarde comme ça. Je me suis dit, elle va raconter partout qu'elle m'a vu et qu'elle m'a vu dans tel quartier de Paris. Comment la neutraliser? Le cerveau, à ce moment-là, fonctionne comme un ordinateur à toute vitesse. Je ne sais pas par quel raisonnement, mais je lui dis, alors, la grosse? Je dis, ça boum? Elle fait, oh, bon. Et je suis parti. Je dis, quand elle racontera cette histoire, le seul détail exact qu'elle racontera, c'est alors la grosse ça boum, et personne ne la croira. On dira la pauvre. Depuis que son mari Pierre est mort, elle a débloqué. Et surtout, ce qui m'a le plus intéressé, c'est ensuite de rencontrer un autre avocat, Maître Quin, qui lui a été un très très proche de Jacques Vergès, et qui lui m'a raconté qu'à plusieurs reprises au fil de ces années, Vergès est venu chez lui à Paris, toujours incognito, qu'il dormait chez Quin, et que donc pour Quin, quand on parlait de sa disparition, c'était une pantalonnade. Il savait très bien que Vergès était quelque part et qu'il travaillait. Il n'avait pas disparu, il n'était pas dans une prison non plus. Donc ce que Quin m'a raconté, et il m'a montré les billets, c'est que Jacques Vergès avait, en tout cas la dernière année de sa disparition, 77-78, un abonnement sur des lignes aériennes pour l'Extrême-Orient, puisque la compagnie lui réclamait plusieurs millions. La dernière fois que Vergès est arrivé en France pour ne plus repartir, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec une valise de billets de petite coupure, et il a dit à Quin, tiens, tu paieras la compagnie avec ça. Entre autres, je pense qu'il y avait plus d'argent que ce qui devait à la compagnie, mais voilà. Et quand Quin lui a demandé d'où venait l'argent, c'était peut-être une boutade, mais il a répondu de Moïse Tchombe. Et chez Lindon, il a remboursé aussi de l'argent à Jérôme Lindon, aux éditions de Minuit, avec une valise d'argent dont il a dit c'est Tchombe. Moïse Tchombe est quand même l'assassin présumé de Patrice Lumumba, dont Jacques Vergès lui-même avait une photo à la maison. Donc la défense de Tchombe pour lui, c'était une façon, bon, il reniait un petit peu ses idéaux quand même, mais il allait se faire du fric. Et dès le départ, enfin d'après ma petite enquête et les gens qui le côtoyaient à l'époque, donc il a touché de l'argent de la famille Tchombe pour le sortir de prison. Par ailleurs, il a contracté un prêt à la Banque nationale d'Alger, un prêt de 100 briques, de 100 millions à l'époque. Et l'accord avec la famille Tchombe, c'était, avec Vergès, si je te sors ton père de prison, tu rembourses ce prêt. Si je te le sors pas, je me démerde, je rembourserai ce prêt. Or, Moïse Tchombe est mort en prison en 69. Il l'a pas sorti de prison. Et donc, Vergès va être obligé de rembourser. Normalement, il doit rembourser ses 100 briques. Il a la famille Tchombe aux fesses, parce que les Tchombe se retrouvent caution d'un prêt de 100 briques à la BNA, qui, à ma connaissance, n'était toujours pas remboursé en 95. Moi, j'étais allée à Alger, j'avais rencontré un des directeurs du contentieux de la BNA. Jacques Vergès devait encore du pognon. Il n'est pas parti pour un combat, il est parti pour des raisons personnelles. Je ne sais pas lesquelles, je ne veux pas le savoir. Et même si je savais, je ne dirais pas, mais souvent, je ne sais pas. Mais pas pour des raisons politiques. Non. Non, ça, je suis sûre que non. Je pense qu'il a fait du renseignement, Vergès. On a dit à un moment qu'il travaillait pour la RDA, je ne sais pas. Il a peut-être fait du renseignement pour les services français aussi. Ce qui peut expliquer pourquoi son retour s'est très bien passé en France. Vergès serait décédé, on pourrait peut-être le dire. Effectivement, la personne au courant de cette chose pourrait le dire. Mais comme on le fait dans le cadre de recherche historique, on dit tiens, ben, monsieur a travaillé dans les services, tout ça. Bon, on le sait après coup.
Tandis que là, oui, en plus, cette personne pourrait craindre que Vergès se retourne contre elle aussi. Si c'était le cas, là, si c'est le... Je suis revenu mince, le teint hâlé et aguerri. Avec beaucoup plus de distance par rapport aux choses. À partir de son retour, on a l'impression que c'est l'effondrement des modèles politiques. Il ne croit plus à... Il n'a plus d'espoir en politique. Donc il s'installe en France, il devient avocat, et avocat tous azimuts, comme on l'a dit, quoi. So he was very happy to be in Paris. As if a burden has dropped off his back and he could pursue his life the way he wants. That's what I thought. But Jacques was a good cook, so he was cooking and he survived. As I told you, he didn't even money to buy me a coffee. Et quand Jacques m'a vu, que c'était bien lui, il m'a dit « Ah, salut Bob, qu'est-ce que tu deviens? Ah bah ça me fait plaisir de te voir. » Comme si on s'était vu, s'était quitté 8 jours plus tôt. Et je lui ai proposé de venir passer le week-end à la maison. À l'époque, j'habitais à 35 bornes de Paris, une jolie maison de campagne. Il est venu à la maison et ma mère l'aimait beaucoup. Elle l'avait bien connu parce qu'il avait habité chez moi longtemps. Ma mère qui s'appelait Fafa, elle dit « Ah ben Jacques, qu'est-ce que tu... Ah ben ça alors... » Et elle se grattait pas, elle l'a vraiment traité de salaud. On dit « Mais enfin, mais c'est insensé que vous avez laissé votre femme, vos enfants... Mais vous êtes vraiment une belle crapule. » Et Jacques, bon, il rigolait toujours. « Mais Fafa, vous inquiétez pas, ils avaient bien de mes nouvelles. Oh, mais menteur, enfin bon... » Et c'est là où il m'a dit, mais je lui dis, et Jamila, comment elle avait réagi au... Elle m'a dit, oh là, j'ai entendu dire que si jamais je revois Jacques, je lui coupe les couilles. Donc il me dit, j'ai aucun rapport avec elle, je ne sais pas comment ça va se passer. He had a very simple life. That's how he continued living in Paris. At the beginning. And then suddenly, he bought a full house of furniture. When he moved from Montmartre to Notre-Dame-des-Champs, it was a very big apartment, a huge, beautiful apartment. One day I came, it was full of furniture. Big rugs, tapestry on the walls, old antique furniture. Donc je suis arrivé fauché. Bon. Ensuite, j'étais désigné par des jeunes Allemandes proches de la faction Armée Rouge arrêtées en France. Et puis, par les amis de Carlos. Et puis voilà. Donc il y avait les gens d'Action Directe, il y avait les autonomes, il y avait les squats. On était tout le temps sur le grill, à aller protéger des gens qui s'étaient fait casser la gueule par la police. Donc c'était très amusant. On avait toutes sortes d'activités à chaud et en équipe. On s'entendait vraiment bien. Ben, je suis allé à Stammheim le voir, et le hasard fait bien les choses. Le jour de mon arrivée, on lui a annoncé qu'il était libre. On a créé ensemble, avec Jacques Vergès et Klaus Croissant, une association qui s'appelait l'Association internationale des défenseurs des prisonniers politiques. Mais il y a eu un conflit entre Klaus Croissant et Jacques Vergès. Et donc Klaus Croissant a quitté. Il était très présent pendant une époque, il s'est occupé de tout pour monter cette organisation. Après sa libération, il est venu à Paris, à un moment. Et puis après, il est rentré en Allemagne de l'Est. Vous avez jamais travaillé ensemble? Non, non. Moi, j'ai garde corps de croissant, donc j'ai 24 heures sur 24 heures avec lui. Donc j'ai vu tout ce qui se passait là-bas. Le bureau de croissant, c'était un bureau pour recruter de nouveaux membres de RAF. Hein. C'était ça, le bureau. Et si vous connaissez l'histoire du bureau de croissant, tous les jeunes gens qui passaient dans ce bureau-là, après, c'est le membre de RAF le plus dur. Ils sont passés tous par croissant par le bureau.
Tout le truc pour libérer, tout le plan et tout ça, c'était né dans les cellules au septième étage de Stammheim. Hein. Et après, pour les idées sortent, il faut des avocats. Et eux le font. Les armes qui sont rentrés dans la prison, c'est les avocats qui l'ont rentré. Et après, c'est avec Sartre, hein. C'est moi le chauffeur. Je soutiens la violence comme arme politique là où elle est nécessaire, c'est-à-dire là où les affrontements de masse existent ou peuvent être déchaînés. Officiellement, bien sûr, chez le gauchiste, ça n'existe pas de hiérarchie, mais c'est une connerie. Bien sûr, la hiérarchie, c'est le couple Böse-Kuhlmann, d'après Weinreich et Magdalena Kopp. Hein. À l'époque, je savais que c'était la copine de Weinreich. À Londres, on a voulu kidnapper l'ambassadeur des États-Unis arabes. C'est un mec très riche. On a voulu, je crois, entre 30 millions et 40 millions de dollars. On était un mois avec Magdalena Kopp. And this was the first time I met him. He was different from us, very different. He had a tie, he had a jacket, he had a suit. And we were left-wing people. We had long hair, clocks. Normalement, le chef, ce n'était pas Carlos, c'était Michel Moore-Cabel. Carlos le tué après à Paris, hein, à rue Tullier. Un commissaire et deux inspecteurs se rendent chez Carlos, rue Toulier, et Carlos ouvre la porte, comprend immédiatement 3 hommes français avec Moukala. Sous prétexte d'aller chercher ses papiers, il va chercher une arme, il tire, il tue 2 des policiers, il blesse grièvement le commissaire, et il abat, il exécute, comme il dit, Boukarbal. De toute façon, Carlos, c'est ce mec, il est pas normal. C'est un psychopathe. Hein. C'est un psychopathe. Carlos ist dann in die OPEC-Konferenz rein. Er war eigentlich wie ein kleines Kind, hat in die Luft geschossen, in die Decke und hat gebrüllt, ich bin Carlos, Sie haben sicherlich schon von mir gehört. Aber die Operation ist von Anfang an aus dem Ruder gelaufen. Und haben sofort angefangen, sich zu schießen, haben sich in Schießereien verwickelt und haben Polizisten erschossen. Bei diesen Schießereien wurde Hans-Joachim Klein verletzt, er bekam einen Bauchschuss. C'était un peu compliqué parce que je suis arrivé en Alger, j'étais cliniquement morte. Hein. Parce que les blessures étaient assez graves, tout était cassé là-dedans. L'opération de Vienne de l'OPEC, il avait plusieurs buts. Premier but, c'était de collecter des fonds, obliger l'Iran et l'Arabie Saoudite à payer une somme d'argent. Et il y avait un autre but, c'était d'exécuter Ahmed Zaki Yamani, le ministre de pétrole. Et cette demande pour nous n'était pas claire. C'est-à-dire, moi, je ne l'ai pas trouvé dans la ligne. Pourquoi Ahmed Zaki Yamani? Ce n'est pas un ami de la cause, au contraire, c'était un ami de la cause palestinienne. Alors, j'avais une discussion avec Carlos, qui était dans l'opération, pour qu'on tourne un peu les demandes. C'est-à-dire, on ne se concentre pas sur l'exécution, parce qu'il y avait de dangers énormes après l'exécution. Et heureusement, pendant l'opération de Vienne, qu'on s'est bien entendu, parce qu'au début, j'avais la responsabilité politique de l'opération et lui, la responsabilité militaire. Après, on s'est échangé les rôles convenablement.
Und letztendlich konnte er in Algerien landen und ließ dann gegen Geld alle Geiseln laufen. Zum Entsetzen von Wadi Haddad. On parle de entre 3 millions et 5 millions de dollars pour Carlos. Pour ne pas le tuer. Ouais. Pour moi, c'est une silhouette sur l'aéroport d'Alger. Un homme alors mince, avec un béret comme le Tché, et Bouteflika à côté. On était dans une villa d'État. C'est une villa immense. On était servi comme de roi. Et toujours le chef de service secret algérien, chaque jour était là, quelquefois aussi avec le chef de police d'Alger. Et là, j'ai déjà commencé à parler français un tout petit peu parce que le chef de police d'Alger, il savait que j'étais allemand, il dit Hitler, c'était un good man. Hein. Et là, je le regardais, je dis, mon pauvre FLN. Hein. Ouais, on les a mis dans une villa. Et le commissaire principal, je connaissais tout le monde. Et Carlos avait déjà vu la bataille d'Alger. Ils ont demandé à me voir. Et je suis allé les voir. On a repassé le film. Et on jouait même au ballon comme ça. Il y avait une cour à côté. On essayait de s'amuser comme ça. Et il m'a raconté ses... Et j'ai dit, on s'est donné même des numéros de téléphone, des mots de passe, etc. On a mangé avec Boumedienne. Et à cette époque, il y avait le ministre des Affaires étrangères. Et pendant 20 ans, Klein va complètement disparaître. Il va envoyer son arme par la poste à un grand journal allemand en disant voilà, je m'appelle Hans-Joachim Klein, j'ai fait ça, et aujourd'hui je tourne la page et je renonce à cette violence. Wali Haddad meurt, son organisation se délite et va s'éparpiller en une série de petites fractions, de groupuscules, qui seront en fait des organisations mercenaires. Carlos hat dann angefangen, seine eigene Gruppe aufzubauen. Und Carlos hat gemerkt, mit Terror kann man Geld verdienen. Die Carlos-Gruppe wurde die ganze Zeit rund um die Uhr überwacht, wenn sie in Osteuropa unterwegs war. Wenn sie in der DDR war, hat die Stasi sie überwacht, hatte die Hotelzimmer verwanzt, hat alles mitgehört, alles mitgeschnitten und haben dann darüber Berichte verfasst. Carlos va vivre de l'autre côté du rideau de fer, en Allemagne de l'Est et entre autres en Hongrie. Mais assez rapidement, les Allemands de l'Est vont gentiment l'expulser vers la Hongrie, sans d'ailleurs prévenir leurs amis hongrois du cadeau qu'ils leur font. Et puis quand les Hongrois vont se rendre compte que Carlos vit chez eux, à Budapest, ils vont l'approcher, ils vont discuter avec lui. À aucun moment il ne va être question d'ailleurs de le livrer à ceux qu'ils recherchent à l'Ouest. Écoutez, s'il y a quelqu'un de plus sûr et plus propre que moi dans le monde, c'est Johannes Weinreich. Oui. Il est trop pur même. Oui. Parfois, il faut se salir un peu dans ce travail. Hein? Une pureté virginale, vraiment. Il n'exagère pas, je vous dis. Magdalena über Johannes Weinreich hat sie dann auch Carlos kennengelernt. Und dann hat sie wieder die Männer getauscht. Sie hat Johannes Weinreich abgelegt und hat den Chef bevorzugt. Wir hatten eine Villa in Budapest, wo über Jahre die Carlos-Gruppe ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Was redet ein Ehepaar im Bett, bevor sie das müde Haupt auf das Kissen bettet und dann einschläft? Also im Bett hat dann Carlos mit Magdalena Kopp diskutiert, dass sie jetzt endlich auch einen Job übernehmen musste, weil sie war jetzt mehrere Jahre schon Mitglied der Gruppe und musste sich die Hände nicht schmutzig machen. Hat gesagt, du gehst jetzt nach Paris. Dort planen wir einen Anschlag und du hast den Sprengstoff abzuholen und an den Anschlagsort weiter zu transportieren. Und die ungarischen Nachrichtendienste haben alles aufgezeichnet. We were in a parking lot in the Champs-Élysées. We picked up a car which was parked there the night before. And when we entered the car,
There were no papers in the car, and suddenly 2 policemen knocked at the window and said, "Where are your papers?" And we had no papers. Les deux s'enfuient. La police arrête, fait tomber Magdalena Kopp qui traverse les Champs-Élysées, l'arrête dans une rue un peu plus loin, Bruno Breguet, qui s'est arrêté, a sorti un pistolet et a braqué les policiers, mais son arme s'est enrayée, il a jeté l'arme et il s'est rendu. Je me souviens bien de l'interpellation de Magdalena Kopp et de Bruno Breguet, puisque j'étais de permanence lorsqu'on les a arrêtés, les armes à la main, si je puis dire. D'autre part, dans la voiture qu'ils avaient abandonnée, on avait trouvé quand même une bombe avec un système de déclenchement. Car tout était prêt pour faire exploser la bombe ce jour-là à 22h30. Il venait de se débarrasser d'une mallette assez lourde. Dedans, on a trouvé 2 grenades défensives, mais surtout 5 kilos de peintrite et tout un attirail de mise à feu. La peintrite, c'est un explosif ultra puissant qui en France n'est utilisé que par l'armée. Or, dans la voiture qui devait être piégée, on trouve aussi 2 bonbonnes de gaz, de quoi faire suivre l'explosion par un incendie. Und in dem Fall ging es eigentlich darum, dass man eine Bombe von einer arabischen Botschaft in Paris platziert, die zur Explosion bringt und dann diesen Staat erpresst und sagt, okay, ihr zahlt uns so und so viel Millionen oder die nächste Bombe geht hoch und dann gibt es Tote oder wir machen sogar einen Anschlag bei euch in der Hauptstadt. Ils ont pris un avocat d'office. Et puis après, la réflexion, peut-être comme Jeanne d'Arc, ils ont entendu des voix, ils ont décidé. It was not clear for me what was his relation with Genoux, but all the time Bruno Breguet had his contact with Genoux. Carlos dépose à l'ambassade de France à La Haye un document disant « Nous ne sommes pas vos ennemis. Il y a un accord secret entre nous, libérez-les. » Il y a une réunion des quelques ministres et l'un d'entre eux informe la presse. Et de fait a dit celui qui a fait ça portera la responsabilité du sang versé. Et que donc, à partir du moment où elle avait été rendue publique, la conviction des Gaston Defferre a été que Carlos serait obligé, si vous voulez, de mettre sa menace à exécution. Dans cette lettre qui date de la fin février, l'ultimatum était d'un mois, il était dit que s'il n'y avait pas de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois, il y aurait des représailles. À la suite de ça, j'engage des conversations avec le ministère de l'Intérieur, où on est gêné. Et puis à la fin, on dit, bon, on va faire ce procès pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, la composition du tribunal sera beaucoup moins répressive. Bruno Breguet était détenteur d'un pistolet automatique qui s'était enrayé alors même qu'il menaçait, qu'il voulait tirer sur le vigile. Tout est dans cette interprétation. On pouvait dire qu'il a jeté son arme parce que c'était enrayé. Mais il y avait une volonté de tuer. C'était la cour d'assises. Il y avait une autre version. Il a fait ça pour faire peur. C'était la correctionnelle. Il a fallu convaincre le juge d'instruction que, non, il n'avait pas voulu tuer, que c'était simplement un port d'arme prohibé, qui portait l'arme un peu trop haut et qu'il avait appuyé sur la gâchette de manière malencontreuse et que, Dieu merci, l'arme s'était enrayée. Donc il a fallu convaincre d'abord le juge d'instruction et puis après le tribunal, qu'il n'y a pas trop à redire. Aussi bien M. Jean-Louis Debré, qui était le juge d'instruction dans cette affaire, l'actuel président de l'Assemblée, que M. Alain Marceau, qui était procureur à l'époque, qui est actuellement député UMP, en conviennent tous les deux. Le pouvoir leur avait fait savoir qu'il faudrait, dans cette affaire, ne pas trop... C'était une véritable falsification montée dans le cadre de l'institution judiciaire et c'est pas une des grandes pages de l'institution qui a été... Il faut mieux la tourner tout de suite, cette page, dirons-nous. So many bombs were exploding, so many people died, and I was the reason, in fact.
Est-ce Carlos, dont on connaît les sympathies pour l'OLP, dont on connaît ses attaches avec les Syriens? Est-ce ce fameux Carlos qui a organisé l'attentat de la rue Marbeuf? L'explosion s'est produite au moment même où le procès aurait dû commencer, s'il n'avait commencé en retard. Ni Bruno Breguet, ni Magdalena Kopp n'ont desserré les dents ce matin. Fiers, hautains, le sourire méprisant, ils se moquent du procès. Ils ne se lèvent même pas à l'appel de leur nom, comme s'ils étaient certains que, quelle que soit leur condamnation, Carlos ou un autre les fera libérer. So when we arrived at the court, Jacques told us there was a bomb exploding, and everybody was very excited or nervous. Vous semblez bien le connaître, non? Non, pas du tout. Vous n'avez pas correspondu avec lui, il ne vous a pas téléphoné? Absolument pas. Bon. Vous n'agissez pas sur instruction de M. Carlos? Absolument pas. Je suis là pour défendre deux inculpés pour qui je ne cache pas que j'éprouve de la sympathie et de l'estime, et enfin c'est tout. Et la vérité est que Magdalena Kopp et Bruno Breguet seront libérés. Et cela, vous le savez. Et cela, ils le savent. Soldats prisonniers est une noble cause, puisqu'elle est celle de la libération des peuples opprimés, de la dignité rendue aux humiliés et aux offensés. Nous le savons parce que le reste de leur armée n'aura de cesse de se battre et de frapper jusqu'à ce qu'ils soient libres. Le seul problème qui dépend de vous en partie est celui du délai, donc du sang versé. C'est la vérité. Mais vous savez, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Si, elle est bonne à dire parce que le tribunal en tient compte. Mais la presse qui est irresponsable n'en tient pas compte et se dit « horreur, horreur, comment peut-on dire des choses pareilles ?» I had to pass my time in prison, but you must also have something where you can maybe have some to be happy for. So when he comes to visit me, I was happy. He used to go there very often, and I didn't understand it in the beginning. What was it all about? But then very soon he would send me to buy nice cakes, tarts, fruit tarts, or little things, and little newspapers that she would like, or some books. And he was very looking forward, and he was staying long time. And it sounded fishy to me, and I didn't like it. But still, I would go and drive him. Je sais que je faisais la queue au moment de Noël parce que les familles ont le droit d'apporter 5 kilos de victuailles aux prisonniers. Et moi, je prenais la commande. Alors pour Bruno Breguet, lui, je l'avais surnommé l'écureuil. Il aimait des fruits confits. Magdalena Kopp était plus raffinée. Elle voulait du jambon de Westphalie, du pain de campagne, de la glace. Et je lui apportais tout ça. Je faisais la queue parmi les familles qui étaient assez étonnées de me voir faire la queue au milieu d'elles. Et je dois avouer aujourd'hui, l'alcool est interdit en prison. Mais sur la glace, je versais de l'armagnac. He was telling me all his stories about his clients or about some quotation of books. So I find it a nice thing to need and to think about Vergès and make a sweater for him. I did not make a sweater for Carlos. Weil er war ihr Verteidiger und zwischen den Zweien hat sich dann irgendwie eine sehr intensive platonische Beziehung entwickelt. Und er hat ihr Schmuck geschenkt, den sie heute noch trägt. Wenn man heute Magdalena Kopp trifft, trägt sie immer einen Goldring mit einem kleinen roten Stein von Vergès und eine goldene Kette mit roten Stein von Vergès. But still, there was this infatuation with this woman that was brave under quotation, and that he likes that. He was very attracted to her. That is the fact. So there must be a pattern.
Und das war für Magdalena Kopp, die eigentlich immer nur als Sexobjekt gesehen wurde, eine vollkommen neue Erfahrung, dass jemand sich für sie als Mensch interessierte, als Wesen, mit ihr diskutierte. Und klar, also es gab sicherlich da auch eine sexuelle Spannung. Hier liegt eine Information vor, die über die Einreise des Rechtsanwalts Vergès in Berlin, der Hauptstadt der DDR, berichtet. Und hieraus geht hervor, dass Vertreter der Gruppe Separat, also der Gruppe Carlos, mit Vergès, der Herzog genannt wurde, vorgeschlagen, erraten wurde, wie man die in Frankreich inhaftierten Kopp und Brigitte befreien kann oder wie man sie zur Flucht verhelfen kann. Und ich lese hier, zur Vorbereitung der Flucht der Kopp Magdalena wird von Herzog vorgeschlagen, sie einem Arzt vorzustellen, um ihren physischen und psychischen Gesundheitszustand zu überprüfen. Dabei könnte in Erwägung gezogen werden, diese Arztkommission für eine Flucht der Kopp zu nutzen. Diese Operativinformation diente ganz eindeutig dazu, höhere Vorgesetzte zu informieren. Das hätte ich sein können, beispielsweise als Leiter der Diensteinheit. Ich persönlich betrachte diese Information als objektiv und mit hohem Wahrheitsgehalt. Ich habe dann auch das Glück gehabt, mit vielen in Kontakt zu kommen und die das dann auch bestätigt haben. Und sie haben ja nicht immer nur einen Stasi-Offizier, sondern da gab es eine ganze Abteilung, die sich um die Carlos-Gruppe gekümmert hat. Also es ist wirklich sehr gut dokumentiert. Also das sind solche Berge von Stasi-Dokumenten, die es über die Carlos-Gruppe gibt und auch über die Beziehung zu Vergès. Ich wüsste gar nicht, und die sind auch gleich nach dem Mauerfall bekannt geworden. Also ich wüsste gar nicht, wann die hätten gefälscht werden sollen. Hier handelt es sich um ein von der Staatssicherheit konspirativ, also heimlich, abfotografiertes Tagebuch, das offenkundig Johannes Weinrich angelegt hat. Es ist inzwischen auch publiziert worden. Dies war offenkundig eine Gedankenstütze, die Weinrich selber über seine Aktivitäten angelegt hat, um zu wissen, wann, mit welcher Seite was vereinbart worden ist. They were having in front of them copies of Joseph's diary. There was FBI and there were people from Germany. The diary that he kept, I saw a couple of, there was sitting in front of me, so I was just glancing and looking at it. Nouveau nom, Neda égale Sonja. Elle servira d'intermédiaire entre moi et Gabriel. Gabriel viendra le 10 septembre. Note d'hôtel de Herzog. Herzog a reçu $3,000. It was not only the questions about Joseph, it was more about Jacques. What was he doing? What was he? Who was he seeing? And I tried to explain to them that I was his chauffeur. Gabriel va venir une fois par mois, sa proposition. Il aura une couverture pour ses visites. 82, à Budapest, oui. C'est la première fois que je l'ai vu. Même chez moi. On a servi la champagne, comme ça. On a sympathisé, c'est un type sympathique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté, il a dit, bon, écoutez, vous allez porter des messages au gouvernement français. Jacques came to see that same year, it was by the end of August. He was coming back from Africa, I think,
and he made a stop in Belgrade. So he wanted to see Joseph, and of course he saw me. And he had an escort, police escort, from the airport to wherever he was going. Un jour, je vois le directeur de la prison de Fresnes et je lui dis, Magdalena Kopp va sortir bientôt. J'aimerais que vous me préveniez. Et un jour, il me dit, bon, elle sera libérée, mettons lundi prochain. Alors lundi prochain, le lundi suivant, j'arrive à 8 h du matin pour être prêt à tout événement. Et là, je vois une voiture de police sortir en trombe et elle à l'intérieur. Bon. Je dis au directeur, écoutez, vous m'aviez promis. Vous n'avez pas tenu votre parole. Il me dit, écoutez, maître, quand la police arrive ici, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le soir, j'ai reçu un coup de téléphone de Magdalena Kopp qui me dit, je suis à Offenburg, en Allemagne, dans un endroit qui n'est pas très loin de Strasbourg, et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Alors j'ai pris l'avion pour Strasbourg et ensuite une voiture pour Offenburg, où nous avons bu du champagne, et c'était du champagne allemand, c'était du mousseux, en l'honneur de sa libération. Und wenige Stunden, wenige Tage später klingelte das Telefon. Sie nahm es ab und dann sagte eine Stimme, ich bin es. Und sie wusste, es ist Carlos. Er sagte keinen Namen, nichts, aber sie wusste sofort, wer es ist, Carlos. Und er sagte nur, du kommst sofort zu mir, und legte wieder auf. I had no choice to stay in Germany. He would have looked at me for everywhere. I would not have been safe any place. And I think it was logical. I had no choice than to go back. And if I would not have gone back, maybe he would think maybe the Germans keep me, and he started to do something against them. It's quite possible, no? Für mich war es klar, also wenn ich das Kind habe, dann wird er mich nie mehr zu so einer Geschichte oder irgendeiner Geschichte einsetzen, weil ich die Mutter seines Kindes bin. Vous savez, Vergès a voulu la sauter, je sais. Et puis le premier mois, à l'hôtel à la frontière, en Allemagne, il voulait la sauter, oui. Je le sais, moi, je sais tout. Hein. Avant votre arrestation, vous avez rencontré Vergès combien de fois? 5 fois ou 10 fois? Oh, 20 fois, 25 fois, je ne sais pas. Avant votre arrestation? Ah oui, 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 je ne sais pas combien de fois. 25 fois, il était à Damas. Et de l'année suivante jusqu'à 91. La dernière fois qu'il a rencontré à Damas, c'était en août 91. En tout cas, Vergès, il venait nous voir. On l'aimait bien, mais même les enfants des voisins connaissaient Jack. Parce que comme il avait les yeux bridés, c'était une curiosité à Damas, vous comprenez? Ma petite-fille savait qu'on c'est Jack, son oncle Jack. Ah, Jack. Parce que les enfants des voisins, tout ça, de la rue, les connaissaient. Ah, Jack est là, Jack est là. Also lebte Carlos in Damaskus mit Weinrich, mit Magdalena Kopp zusammen. Und einer der wenigen, der sie regelmäßig in Damaskus besuchte, war François Chenoux. On entend la nouvelle de l'arrestation de Barbie, arrêté par les Boliviens, livré aux Français. Alors je dis à ma femme, il va falloir que nous nous occupions de cela. Ma femme, qui commence à être un peu fatiguée, elle me dit, mais François, tu ne le connais pas. Est-ce que vraiment tu dois t'occuper de cette affaire? Je lui ai répondu, mais Elisabeth, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Alors j'ai téléphoné à Vergès. Il m'a dit, ah, je pensais justement à vous. Alors moi je lui ai dit, moi quand je pense à un ami, je lui téléphone. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, c'est très intéressant. Est-ce que vous seriez d'accord de vous occuper de son cas?
Il est venu voir Housseidik en premier en lui proposant de prendre la défense de Barbie. Et Housseidik a refusé parce que c'était Barbie, mais il lui a dit surtout, si jamais j'acceptais, j'aurais l'impression de renier tout ce que j'ai fait pour la révolution algérienne, et ça, il n'en est pas question. Et il lui a dit, va voir Vergès, allez voir Vergès, je suis sûre qu'il le fera très bien. Est-ce que vous pouvez ou non nous confirmer que vous vous intéressez à la défense de Klaus Barbie? C'est pour TF1, la télévision française. Absolument rien à dire à ce sujet. Vous pouvez même pas confirmer que vous apportez de l'argent ou non, rien du tout. à cette défense? Non, rien. Aucune Mais vous déclaration vous intéressez faire. à ce procès? Alors, je m'intéresse comme tout le monde à ce procès. Vous êtes en relation avec Maître Vergès, l'avocat de Barbie? C'est un vieil ami. Voilà, c'est tout. À Lyon, il y avait une mise en scène incroyable. Vous avez une salle de pas perdu transformée en tribunal, avec 700 places. Un tribunal surélevé par rapport à la salle, avec un escalier pour monter. Bon. C'est eux qui avaient préparé le spectacle. C'était à nous ensuite, dans le décor préparé par les autres, d'improviser notre pièce. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Personne d'autre n'aurait été capable de faire ce qu'il a fait. Il a fait dérailler une immense machine qui a voulu faire du procès Barbie le procès exemplaire de la guerre de 39-45, de l'Holocauste, de la Shoah. C'est juste tout ça. Mais en fermant à double tour tout ce qui pouvait attirer le regard sur les crimes contre l'humanité commis en Algérie, commis en Afrique noire, l'esclavage et tout le reste. Euphorisant. Je dis, ils sont 39. Et moi, je suis seul. Ça veut dire que chacun d'eux ne vaut qu'un 40e de ma personne. Bon. Et je me rappelle un peu avant le procès, Roland Dumas m'avait dit, je viens d'être désigné par une organisation de résistance, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui avais dit, écoute, je ne te crains pas, mais je te le déconseille. Vous serez 30 ou 40 zigs à répéter la même chanson et feindre la même émotion que vous n'éprouvez pas. Non, c'est la dignité humaine. Bon, je lui dis, les 3 premiers, s'ils sont bons acteurs, vont avoir un succès. Mais le 4e, le 5e, les gens vont dire assez, assez. Bon. Et il est venu quand même. Et je vous pose la question, je ne vous demande pas de répondre, mais êtes-vous capable de me donner le nom d'un des ténors en face de moi? Mais un procès, c'est un lieu magique, c'est une boîte à surprises. Plus jamais ça, on a entendu ça 100 fois. Tandis que, en face, on se disait, qu'est-ce que ce salaud va encore inventer aujourd'hui? Et on attendait avec impatience l'invention du salaud. Et comme le salaud a de l'imagination, chaque jour, il imaginait une affaire nouvelle. Je lui ai dit, merde, tu vas défendre Barbie, c'est quand même un peu scandaleux. Tu vas loin, quoi, dans la provoque. Il me dit, oui, mais... Alors là, il m'a expliqué longuement, bon, même pas longuement, j'ai compris assez vite son ambition, et finalement, il m'avait converti, quoi, parce qu'il est fortiche aussi pour... Il me dit, mais je vais faire le procès des Français, enfin, de la torture en France, et je vais tout ramener sur la guerre d'Algérie. Tu verras, suis le procès, tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Je ne crois pas qu'il y ait énormément de différence entre les méthodes employées en Algérie et les méthodes employées par la Gestapo à Lyon, notamment. Je veux dire, des gens sont morts sous la torture en Algérie, je le sais. J'ai aussi moi-même beaucoup travaillé là-dessus, donc je le sais. Et je pense que dans son âme de colonisé, qui restera jusqu'à la fin colonisé, il ne peut pas supporter ça, Vergès. Il ne peut pas supporter ça, quoi. Et il n'aura de cesse, je pense, de leur rentrer dans le chou, quoi, jusqu'à que la France reconnaisse qu'effectivement, une part de ses officiers se comportaient comme des officiers nazis, quoi. Je ne peux pas tolérer qu'un homme soit humilié, même un ennemi.
qu'un homme seul soit insulté par une foule de lyncheurs. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous défendriez Hitler? J'ai dit, mais je défendrai même Bush. Et on m'a dit, mais à quelles conditions? J'ai dit, à condition qu'il plaide coupable. Lorsque l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, en 1978, il a été très aidé dans la prise du pouvoir par les Palestiniens. Les Palestiniens ont joué un rôle important dans la prise du pouvoir. Dans ce cadre de la révolution iranienne, un homme qui s'appelle Shapor Bakhtiar, qui est le dernier premier ministre du Shah d'Iran, s'enfuit, vit à Paris. Khomeini décide que Shapor Bakhtiar doit être assassiné, doit être exécuté. C'est probablement une tâche de confiance, entre guillemets, que l'ayatollah Khomeini a confiée à ce pauvre Nakash, qui a probablement des tas de talents, mais pas celui d'exécuteur de bases œuvres. Notre tentative a été un échec total. Moi, j'étais blessé et tous mes commandos arrêtés. Il y a une fusillade devant l'appartement de Shapor Bakhtiar. Une voisine est tuée, un policier est gravement blessé. Anis Nakash, qui a agi sur une fatwa de Khomeini, Khomeini ne peut pas admettre que cet homme finisse en prison. Cette affaire Nakash s'additionne à tout un contentieux qui existe déjà entre la France et l'Iran. L'Iran est en guerre avec l'Irak. La France soutient l'Irak, livre des armes, livre des avions, forme des pilotes irakiens. La France avait reçu du Shah d'Iran, à la fin de son règne, une somme importante de l'ordre du $1 milliard dans le cadre d'un projet industriel nucléaire. L'Iran demande le remboursement de cet argent et la France dit « Ah ben non, pas du tout, cet argent c'est le Shah qui nous l'a prêté, vous êtes Khomeini, on ne vous le doit pas ». Mais cet argent, l'Iran en a besoin pour mener la guerre. D'une certaine manière, notre diplomatie avait déclaré la guerre à l'Iran et elle ne le savait pas. Par contre, l'Iran, lui, en était bien conscient, puisqu'effectivement, il était la victime de ces opérations. Alors il a voulu faire passer des messages. La librairie Gibert, c'est encore nous. Libérez rapidement Abdallah, Nakash et Garbidjan. L'attentat du TGV Paris-Lyon sera le premier d'une nouvelle série. À partir de février, mars, nous avons la grande vague d'attentats qui vont être commis et surtout revendiqués par une organisation, le Comité de soutien aux prisonniers politiques arabes, exigeant la libération de 3 personnes qui ont des profils totalement différents, au moins pour 2 d'entre eux. Anis Nakash, qui est dans la mouvance iranienne, Garbidjan, un ancien de Wadi Haddad, qui est membre de l'armée secrète arménienne de la libération de l'Arménie, et puis aussi Georges Ibrahim Abdallah, un ancien de Wadi Haddad, du Special Command, qui a créé sa propre organisation, les fractions armées révolutionnaires libanaises, et qui a assassiné des diplomates américains et israéliens. Pour nous, il est impensable qu'on puisse trouver une seule organisation qui fasse, disons, une union pour exiger de cette libération. Je me suis rendu compte que ces personnages dont le CSPPA revendiquait, exigeait la libération, ces personnages, depuis qu'ils avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, pour les 3, n'avaient plus été en contact avec personne. Alors, le juge Marceau a, selon moi, voulu employer les grands moyens. Faire croire qu'à Abdallah qu'il serait victime d'une corvée de bois. Sans me prévenir, on l'a enlevé de Fleury-Mérogis pour l'amener à la prison de la Santé. Mais le pouvoir est très mal obéi. Un gardien m'a téléphoné immédiatement en disant « Votre client est à la Santé ». Bon. Abdallah était en train de négocier avec nous, plutôt nous négocions avec lui, qu'il puisse téléphoner à Beyrouth et faire savoir à ses frères que, puisque les frères étaient éventuellement soupçonnés d'être les organisateurs des attentats parmi tant d'autres, et faire savoir à ses frères qu'il s'opposait à ce type d'action pour obtenir sa propre libération. Et donc les choses se passaient relativement bien.
Sauf qu'à un moment, il y a dû avoir une indiscrétion, sans doute, je pense, par le biais d'un surveillant de la détention, de la santé, qui a su qui lui a fait savoir que Vergès s'occupait de son sort et donc se préoccupait surtout de la manière dont il était traité. Et à ce moment-là, c'est vrai que Georges Ibrahim Abdallah a totalement changé d'attitude à notre égard et s'est à nouveau fermé, ce qu'il avait fait d'ailleurs pendant des années, sachant que Vergès s'occupait de lui. Alors pourquoi le 17 septembre, ces derniers attentats? Tout simplement parce que la réserve des explosifs est épuisée. Il n'y a plus d'explosifs. Si on avait su que l'Iran était derrière, on aurait pu dire à Nakache, prends ton téléphone et appelle le Hezbollah ou les Mollahs. Mais on n'était pas dans un raisonnement iranien à cette époque. Donc pour nous, Nakache, il était un peu comme le gâteau sur la rice, il était dans cette affaire, mais un peu par hasard. J'avais commencé à faire sortir des déclarations politiques pour soutenir, par exemple, la déclaration de Khomeini contre Salman Rushdie. J'avais des positions sur la position des musulmans en Europe. On n'avait qu'une idée en tête, c'est que Nakache parte de France le plus vite possible. Hein. Alors là, de ce point de vue-là, et il n'a pas tenu qu'à... Et c'est Mitterrand, François Mitterrand, qui s'y est opposé. Pendant ces 10 ans, il y avait beaucoup de développement, beaucoup de mouvements islamiques, de mouvements de résistance. Et tous, ils se réclamaient que Anis, c'est un symbole qui était en prison, il fallait le libérer. Il m'a écrit en me demandant de passer le voir. Je suis passé le voir. Il m'a dit à ce moment-là, « Maître, j'ai été condamné à la prison à vie. Jusqu'à maintenant, je n'ai fait aucune grève de la faim. Mais aujourd'hui, les négociations semblent très avancées entre la France et l'Iran au sujet du différend nucléaire. Si cet arrangement a lieu, on va m'oublier. Je serai parmi les profits et pertes. Je veux être partie dans cet arrangement. Alors, je vais commencer une grève de la faim, et c'est pour cela que je vous demande d'être mon avocat. » Quand il est venu me visiter la première fois en prison, il était normal de me poser la question sur mon enfance, pourquoi j'ai lutté, etc. Je lui dis, mais tu t'imagines, moi, ma première manifestation quand j'avais 7 ans, c'était pour Jamila Bouhired. Alors oui, il a souri comme ça, il m'a dit, mais tu sais pas que moi j'étais l'avocat et j'étais le mari de Jamila pendant un certain temps. On s'est liés d'amitié et je trouvais vraiment qu'on était sur la même ligne politique et qu'il était prêt à faire les déclarations nécessaires et à intervenir médiatiquement dans la direction où moi j'ai décidé de le faire. Il a perdu 27 kilos, il pèse 48 kilos. On va lui faire demain, on lui a annoncé une perte des perfusions pendant 4 jours. Donc c'est un état qui est alarmant. On a vraiment attendu. Et quand on a eu on a su que c'était bien, enfin présentable sur le plan juridique, avec Roland Dumas, on a couru voir le président et dit maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire. Et tout de suite. On ne va pas perdre, parce qu'après, il ne faut pas garder ce client. Voilà. Et comme ça que le président Mitterrand il a décidé à nos gracieux, malgré que nous étions les 5 condamnés à perpétuité, de sortir après 10 ans. C'était une solution politique. Anis Nakache, c'est le premier prisonnier, le premier prévenu à revendiquer clairement sa filiation à l'islamisme révolutionnaire. C'est le premier pas du terrorisme d'inspiration islamique monté dans un pays occidental. Nous avons été les premiers à essuyer les plâtres, si je puis dire, bien avant les Américains, bien avant les Britanniques, bien avant les Espagnols. Carlos
Carlos a fait une grosse erreur en France. Il a buté 3 mecs de DST. Le DST, une chose comme ça, il n'oublie jamais. Carlos n'était pas arrêté, il était kidnappé au Soudan. Hein. Il était kidnappé. On sait que Carlos et Vergès se connaissaient bien depuis longtemps, et lors de son arrestation, lorsque Carlos l'a désigné comme avocat et que le juge a voulu le joindre, et Vergès n'était pas joignable. Il n'a pas été joignable de la journée. Et à ce moment-là, il a désigné Oussédic. Oussédic a déposé plainte pour enlèvement. Carlos était d'accord, il a signé la plainte. Et quelque temps après, il nous a dit qu'il la retirait parce que de toute façon c'était trop tôt et qu'il ne fallait pas braquer Pasqua et qu'il avait... Vergès lui avait dit qu'il négociait avec Pasqua et qu'il allait mieux retirer la plainte. C'est un traître. Mais j'ai pensé toujours qu'il était de notre côté, qu'il était communiste dans son cœur. C'est un travail de traître, ça. Et en plus, il est un avocat, il n'a pas le droit de faire ça. Là où c'est dit qu'il est fou de rage. Ah, il est fou de rage contre Vergès, qui le pousse, qui a poussé Carlos à retirer cette plainte contre l'État pour enlèvement, enfin contre la DST, pour enlèvement et kidnapping au Soudan. Il est fou de rage, il ne comprend pas la position de Vergès là-dessus. D'où démarre un certain nombre de questions et de questionnements, et voilà, il mène sa petite enquête, Oussédic. Nouvelle visite hier pour Carlos. Jacques Vergès n'a pas manqué de l'informer des accusations de complicité dont l'avocat fait l'objet depuis quelques jours. Il rit beaucoup. Il me dit bientôt c'est vous qui serez accusé à ma place. Je sortirai et je viendrai vous apporter des oranges. Le juge Bruguière a l'intention, semble-t-il, premièrement de vous dessaisir, deuxièmement de vous inculper, enfin plutôt de vous mettre en examen. On essaye en ce moment, en distillant des fragments de documents fournis, paraît-il, par la Stasi, de me déstabiliser. Moi, j'attends ça avec beaucoup de sérénité. Et si on veut se débarrasser de moi dans l'affaire en me mettant en examen, on ne se débarrassera pas de moi. Je serai sur le banc des accusés accompagné de Carlos. Et on peut compter sur moi pour ne pas rester silencieux. Mais est-ce que vous faites partie de ce réseau qui est celui de Carlos? Mais bien sûr que non. Vous pouvez me le jurer? Mais bien sûr que je vous le jure. Si on était dans une cour d'assises, vous diriez je le jure, je le jure, bien sûr. Est-ce que vous aviez eu des contacts avec Carlos juste avant qu'il revienne en France? Non. Aucun? Aucun. Aucune nouvelle? Aucune nouvelle. Jamais? Jamais. Même dans les voyages que vous avez pu faire? Rien du tout? Non. Depuis combien de temps? Depuis toujours. Comment ça, depuis toujours? Vous n'avez jamais voyagé dans les pays de l'Est pour rencontrer Weinreich, le bras de Carlos? Absolument pas. Ça, je sais, c'est que ce que prétend la Stasi, mais je vous dis que non. Carlos a été mon client pendant quelques mois. Il ne l'est plus. Les règles professionnelles m'interdisent de parler de lui.
Nous avons, comme avocats, un privilège énorme par rapport aux médecins. Nous pouvons dire à un type, j'ai pas envie de vous défendre. Mais si on accepte, cette confiance nous oblige. Et nous devons nous battre, becs et ongles, pour le défendre. Utiliser toutes les armes que la loi et les usages nous donnent. Mais je crois qu'on ne doit jamais franchir la ligne blanche. Parce qu'à ce moment-là, nous devenons vulnérables.